l'actualité des victimes collatérales supposées de l'affaire Taïb Ndiaye, les membres de l'association des victimes des Almadies, le 16, incriminent l'ancien directeur général du cadastre dans le litige foncier qui s'est dans leur acquisition. Ils craignent la démolition de leurs biens. Les deux agents de la RTS convoqués à la division des investigations criminelles ce matin, le directeur général de la chaîne nationale qui apporte plainte les accuse de recel de documents administratifs. Du rectorat de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les 3 étudiants arrêtés recouvrent la liberté de juge. Foire internationale de Dakar, Tambacounda et Ziguinchor à l'honneur ce soir. Pour l'essentiel, les deux régions proposent des produits agroalimentaires et artisanaux. En revanche, les délégations souhaiteraient que le cadre leur offre plus de visibilité. Centrafrique entraîne pire, les forces françaises ont obtenu mandat du Conseil de sécurité de l'ONU de faire usage de la force. 80 cadavres ont été dénombrés à Bangui suite à une violence qui a conduit les autorités à décréter un couvre-feu de 18 à 16 heures. L'affaire de l'ancien directeur général du cadastre Taïb Ndiaye éclabousse des terrains du lot 16 des Almadies. Un litige foncier a rattrapé les propriétaires de ces terrains qui se sont constitués en association justement pour préserver leurs biens. Pour dénoncer une grande injustice qu'on est en train de subir, parce que moi et d'autres personnes, toutes immigrées, rentrées au pays, dont 2 femmes et 2 hommes, on a eu à acheter des terrains au niveau de la zone 16 aux Almadies. On a acheté des titres fonciers à la famille de Oumar Samb, dont le fils aîné, Ibrahim Samb, d'Imbari, qui nous a vendu des terrains en 2002, des titres fonciers 6682, 6683. On a eu à se rendre au niveau du bureau du directeur du cadastre d'époque, M. Taïb Ndiaye, pour la régularisation de ces titres-là. On a déposé nos dossiers. M. Taïb Ndiaye nous a garanti que ces terrains-là étaient des terrains appartenant à l'État. On a eu à réaliser ces maisons que vous allez voir tout à l'heure, donc des maisons de très grande valeur. La mienne fait plus de 300 millions et des poussières. Les autres maisons aussi sont de très grande valeur. Donc après 5 ans de construction, après avoir même habité ces maisons-là, on a été saisi par l'inspecteur général d'État Mahmoud Moussa Fatal qui réclame la propriété de la moitié de ces parcelles-là. Il faut savoir que ces parcelles représentent 4000 m², donc il dit être détenteur du tiers de la parcelle. Il faut savoir qu'on a déjà eu une décision d'exécution contre nous, qui avait même été appuyée d'une assistance de la gendarmerie nationale. Les gendarmes sont venus ici au mois d'août 2013. Ils ont vu l'importance des réalisations des maisons. Ils ont eux-mêmes été choqués de trouver une personne qui habite juste en face de ces maisons, brandir un titre et vouloir démolir ces maisons, sachant que ces personnes habitent ici depuis 1993. 2 agents de la chaîne devant les policiers de la division des investigations criminelles DIC, Patrick Lukimendi et Abdoulaye Fofana Sek, entendus suite à une plainte du directeur général de la chaîne, donc Racine Talla, qui les accuse de documents administratifs. Bien entendu, les accusés nient en bloc et déplorent une certaine attitude du directeur général hostile, selon eux, à la boîte. Écoutez. Cette convocation concernait surtout une plainte contre X déposée par M. Racine Talla. En fait, c'était à la suite de la publication dans certains journaux de la place d'articles concernant sa gestion actuelle de la RTS. Et j'étais le directeur des approvisionnements et de la logistique, et que lui, peut-être qu'il pensait que au moment où j'occupais ces fonctions, j'ai dû garder par devers moi des documents, mais il n'en est rien. Parce que je pense qu'aujourd'hui, en tant que directeur, je suis tenu par l'obligation de réserve. Et je pense qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de mettre sur la place publique des documents qui sont censés être gardés en interne. L'attitude de M. Racine Talla me semble assez bizarre,
En fait, au lieu de démentir les informations qui sont sorties dans la presse, il s'évertue aujourd'hui à chercher un bouc émissaire. En fait, le plus important, c'est de dire est-ce que ces informations-là sont avérées ou pas. À mon avis, aujourd'hui, M. Racine Talla est en train de piller la RTS. C'est une gestion gabégique. Et aujourd'hui, mes collègues syndicalistes ne me démentiront pas, parce qu'au cours de l'Assemblée générale d'hier, tenue au Triangle Sud, sa gestion a été vraiment clouée au pilori. Saccage du rectorat de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les 3 étudiants arrêtés ont été finalement libérés faute de preuves. Ils retrouvent leurs camarades dans la bataille contre l'augmentation des frais d'inscription, bataille qui leur a valu la prison. Une marche pour le même combat est prévue pour demain vendredi. En l'absence de preuves, le juge accorde une liberté provisoire à Ousseynou Cissé, Edouard Faye et Babacar Diouf, 3 étudiants en prison depuis le 22 novembre suite au saccage du rectorat de l'UCAD. Leurs camarades et l'association des parents saluent la décision du magistrat instructeur tout en criant victoire. Ils ont eu un problème de preuve et c'est pour cela qu'ils ont été libérés. Ils bénéficient de la liberté provisoire en attendant le procès qui aura lieu le 10. La loi nous a donné raison. Ça prouve qu'ils ont été illégalement arrêtés pour juste tuer le mouvement, alors que ça ne peut pas tuer le mouvement. Nous étions là le jour où se passaient les choses. Quand même, en tant que parents, on avait toujours l'habitude de rester à la maison et par voie de presse entendre que les étudiants vos enfants sont des délinquants, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. On a décidé de ne plus rester à la maison, on viendra les rencontrer et s'enquérir des nouvelles pour savoir où se situe la vérité. Et vraiment, depuis qu'on a commencé à intégrer le mouvement étudiant, on a compris que nos enfants ne veulent qu'apprendre, ne veulent que la paix, ne veulent qu'étudier. Je crois qu'il ne devait pas avoir d'arrestation ni de convocation de conseil de discipline. Ce sont ces nervis qui devaient être interpellés pour répondre à leurs actes. Mais ce ne sont pas les étudiants qui devaient répondre. Malgré leur satisfaction suite à la libération de leurs camarades, les étudiants comptent poursuivre le bras de fer qui les oppose aux autorités universitaires jusqu'à ce que ces dernières reviennent sur la décision d'augmenter les frais d'inscription. Aujourd'hui, c'était une partie du combat. On a remporté une partie du combat aujourd'hui. On a été au tribunal et la loi nous a donné raison. Demain, on fera une marche nationale des étudiants pour dénoncer la hausse faramineuse des inscriptions, pour dénoncer l'installation d'une police répressive à l'université Cheikh Anta Diop, pour dénoncer la suppression de la généralisation des bourses. Nous interpellons le président de la République parce que c'est lui le chef de l'État, c'est lui le gardien de la Constitution. En tant que parent, c'est une situation très catastrophique parce que les fils de Badol, les Badols ne peuvent pas regarder, qui représentent 70% de la population, ne peuvent pas regarder leurs enfants hypothéquer leurs avenirs. Pourquoi? Parce que tout simplement ils n'ont pas de quoi assister les enfants pour qu'ils puissent faire les études supérieures. Comme si la libération des 3 étudiants n'était pas suffisante pour apaiser les tensions à l'université de Dakar où le climat social est tendu. Le budget du ministère de l'Éducation pour 2014 arrêté à plus de 366 milliards de francs CFA, une hausse de plus de 4% en valeur relative, 14 milliards en valeur absolue. Les priorités en 2014 s'articulent autour du renforcement de la performance du système éducatif et de la culture d'un climat social apaisé. Kolo Cissé, Hadiatala. Presque 367 milliards pour promouvoir l'éducation et assainir l'école sénégalaise. Cela passe forcément par l'amélioration de la qualité de l'enseignement, la réduction des inégalités et la promotion d'une gouvernance inclusive. 3 axes déclinés par l'État. Nous avons dégagé 3 axes stratégiques. Le premier axe stratégique, c'est l'amélioration de la qualité des enseignements et des apprentissages à travers la réforme curriculaire, la formation des enseignants, le renforcement des cantines scolaires, etc. Le deuxième axe stratégique concerne la résorption des disparités par un accès plus équitable à l'éducation. Disparité de genre pour essayer de booster le taux de scolarisation des filles au niveau du secondaire notamment. Disparité géographique, où nous avons, sur la période de 2014-2017,
un plan de rattrapage par la construction d'infrastructures dans des zones où on est en retard sur le taux brut de scolarisation. Le ministre de l'Éducation nationale annonce la construction de 67 collèges, de 64 daara et la résorption progressive des habits provisoires, outre de revoir à la hausse les 400 francs alloués au potache. De 2010 à 2011, beaucoup de ressources ont été injectées dans l'éducation nationale. Mais les résultats n'ont pas toujours été au rendez-vous par une utilisation inefficiente des ressources, qu'il s'agisse des ressources matérielles, des ressources financières ou bien des ressources humaines. 400 francs par élève. Dans le budget 2014, le gouvernement a décidé de porter ce montant à 3500 francs par élève, ce qui est un bond extrêmement important. On quitte 800 millions pour aller à 5 milliards et quelques, et ces fonds seront gérés directement au niveau des établissements. Ce qui renforce aussi la politique de décentralisation. Les questions de recrutement des sortants de la FASTEF, la baisse du niveau des enseignants, l'usage de la drogue dans les écoles, le manque de classes et l'effectif pléthorique. Sur ces questions, le ministre promet de répondre par correspondance et individuellement aux députés de l'Assemblée. Le budget a été adopté, mais sans le vote du groupe libéral et démocratique. Les députés se sont abstenus. Le ministre venu défendre son budget ne les a pas convaincus. Voici le président du groupe parlementaire, Modou Diagne Fada. Il a tenu à partager ses préoccupations, c'est-à-dire passer en revue les axes stratégiques de son département. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Une question aussi fondamentale que l'avenir des sortants de la FASTEF, il n'en a pas parlé. Et aujourd'hui, nous pensons, nous, qu'il faut recruter tout le monde, au moins pour cette année, et prendre des mesures pour qu'une telle situation ne se répète les années à venir. De même, j'ai des doutes en ce qui concerne la pertinence de ce qu'il appelle la concertation sur l'avenir de l'éducation nationale, parce que je suis sûr que le ministre est sous pression de certains partenaires du Sénégal qui veulent imposer au Sénégal des réformes douloureuses, des réformes qui vont dans le sens contraire des intérêts. Le ministre Serigne Mbaye Thiam a reconnu le déficit de professeurs pour certaines disciplines. Le gouvernement devrait faire le nécessaire sous peu pour pallier la situation. Par ailleurs, Serigne Mbaye Thiam déplore le faible niveau, selon lui, des enseignants de l'heure. Écoutez-le. La philosophie, on avait commandé à la FASTEF 60 étudiants. On a eu seulement 13 qui sont sortis. En mathématiques, on avait commandé plus de 100. Il y a eu seulement 27 qui sont sortis. Donc on a des déficits en mathématiques, en philosophie, en espagnol, en arabe, en lettres espagnoles, en lettres modernes. C'est une situation qui est réelle. Et c'est ça qui explique qu'au niveau du monde rural, il y a des profs de maths ou de philo qui font plusieurs villages en même temps. Ils vont lancer un appel à candidature pour essayer de recruter des vacataires dans ces matières-là. Dès que nous les aurons, nous allons les injecter dans le système et nous avons demandé aussi aux inspecteurs d'académie d'essayer de rappeler les professeurs de maths, de philo dans ces matières qui sont partis à la retraite depuis 2 ans à peu près pour voir comment les utiliser. La difficulté que nous avons, l'année dernière, on avait le même problème en mathématiques, mais la difficulté qu'on avait, parce qu'on a ces déficits-là, pas à Dakar, dans les villes, on est dans les zones périphériques. Et en général, ces personnes ne veulent pas aller au niveau des zones périphériques. La qualité des enseignants du Sénégal ont un niveau qui mérite d'être renforcé. Et on a à peu près 7% qui sont des utilisateurs novices du français. Et le même exercice a été fait en 2010, je crois, où on avait constaté qu'il y avait 29% des enseignants du primaire qui n'étaient pas capables de résoudre des problèmes mathématiques, quelquefois du niveau CM1. Campagne de commercialisation de l'arachide. Le Conseil interministériel a fixé la date de démarrage au 9 décembre prochain. Notez que les huiliers n'approuvent pas le prix du kilogramme de l'arachide arrêté par le Conseil national interprofessionnel de l'arachide à 200 francs CFA. Pour sa part, le gouvernement entend accompagner les opérateurs pour un succès de cette présente campagne. Diafaraba, Fatima Ba. Le prix du kilogramme de l'arachide fixé à 200 francs CFA, une décision prise par le CNIA, Conseil national interprofessionnel de l'arachide, mais contestée par les huiliers. La fixation du prix a été faite par le CNIA et non pas par l'État du Sénégal. La forme
utilisé pour la fixation des prix, on utilise plusieurs paramètres. On utilise le cours d'huile sur le plan international. On utilise aussi le taux de dollar et le coût de CAF. Il y a donc plusieurs paramètres que nous utilisons. Mais surtout, on regarde aussi le coût de production de l'arachide au niveau des producteurs. Les huiliers avaient proposé un prix en deçà de cela. Comme l'a dit tout à l'heure le président, ils avaient proposé un prix de 130 francs. Est-ce qu'on peut concevoir un prix d'arachide au Sénégal à 130 francs? La campagne de commercialisation de l'arachide va démarrer le 9 décembre prochain. Toutes les dispositions sont prises. Le gouvernement du Sénégal a décidé d'apurer l'ensemble des créances dues aux opérateurs, ce qui représente environ 10 milliards de francs CFA. L'État du Sénégal a déjà ficelé des projets agricoles pour l'année prochaine. Et nous allons aussi tout mettre en œuvre pour sécuriser 50 000 tonnes de semences écrémées. Pour ce faire, le gouvernement du Sénégal a décidé d'avoir un fonds de garantie auprès de la Caisse nationale du crédit agricole, fonds de garantie d'un montant de 11,5 milliards de francs CFA. Et avec une telle décision, les opérateurs pourraient, dès le début de la campagne de commercialisation, acheter des semences écrémées pour que nous puissions préparer la campagne à venir. Pour cette campagne de commercialisation de l'arachide, 583 points de collecte sont déjà prêts dans le nord et le centre du pays. D'autres sont prévus au sud. Sécurité routière, les différents acteurs se sont retrouvés aujourd'hui pour faire le point de la situation. La bonne nouvelle, c'est que le chiffre des victimes de la route baisse, même si les facteurs à l'origine des accidents sont loin d'être maîtrisés. C'est un compte rendu de Mardieng Abdelaziz Khan. Au moment où les accidents deviennent légion sur les routes sénégalaises, l'atelier sur la prévention sur la sécurité routière, organisé ce 5 décembre, vient à point nommé. La tendance, nous pouvons continuer à la baisser. Donc ce n'est pas une fatalité. Si des mesures sont prises, si des actions sont enclenchées en relation avec toutes les parties prenantes, mais surtout avec une bonne formation, une bonne information des populations, c'est possible de faire baisser les accidents de la route. Les statistiques nous prouvent, le nombre d'accidents de la route baisse. Ça, il faut en convaincre les populations. Seulement, nous avons compris que l'impression peut être contraire. On peut avoir l'impression que cela augmente. Pourquoi? Parce qu'il y a des accidents très spectaculaires. Si on se focalise toujours sur les défauts du chauffeur, il va rester toujours. Le chauffeur doit faire son travail. Ce qu'il doit faire, c'est d'abord en temps de respecter le code de la route à la lettre. Le propriétaire du véhicule aussi ne doit pas négliger son véhicule. Il doit le mettre dans un bon état. L'État aussi doit faire des bonnes routes. Ensuite, mettre des signalisations. Les forces de l'ordre aussi doivent contrôler pour contrôler. Les populations aussi qui gèrent les troupeaux, les bêtes, tout ça, là, les animaux, on doit les gérer puisque les calèches, les motos, chacun, les gens ne parlent pas avec cette catégorie de personnes. Renforcer la sécurité sur les routes demande aussi la mobilisation des ressources. Le ministère est en point de la ligne avec le ministère de l'Intérieur, le ministère des Forces armées, mais le gouverneur, comme vous savez, est le délégué du chef de l'État dans la région et les représentants de tous les ministres. Le gouverneur donc a l'occasion de réunir autour de lui et le conseil régional de sécurité et le conseil régional de la circulation. Donc il peut fédérer autour de lui les actions combinées des forces de sécurité, je pense à la police, à la gendarmerie et même l'armée. Il peut regrouper autour de lui les actions des transports routiers et toutes les forces locales. L'élaboration d'une feuille de route pour la mise en place de la structure de coordination et de gestion sur la sécurité routière, l'identification des modes, moyens et sources de financement sont entre autres les objectifs recherchés au cours de cet atelier.
À Linguère, les populations de Barguetch ont égrené leur doléance devant la presse et à l'attention du président de la République. Une conférence de presse à l'initiative des militants de l'APR, parti au pouvoir. La communauté rurale souffre, selon eux, d'une insuffisance d'infrastructures, des infrastructures scolaires et sanitaires. Compte rendu de Mamadou Mbaye. Face à la presse, les militants de l'Alliance pour la République de Barkedji invitent le chef de l'État Macky Sall à prendre en charge leur communauté rurale sur les 38 forages qui seront construits dans le département de Linguère. Dans les forages aussi qu'il avait promis au département de Linguère, la communauté rurale de Barkedji, malgré les problèmes cruciaux d'eau, n'ont pas vu un seul forage ni un seul puits. Donc nous demandons au président de la République de revenir et de se remémorer les merveilleux jours qu'il a passés avec les militants de Barkedji et auxquels, dans une euphorie, il a tenu ses promesses. Des infrastructures scolaires et sanitaires sont également au cœur de leurs préoccupations. Et les difficultés de la communauté rurale de Barkedji. Nous avons parlé de santé. Nous avons parlé d'éducation, nous avons parlé du secteur élevage, du secteur agriculture et des activités génératrices de revenus. Aucun cadre de leur localité ne figure sur la liste des jeunes recrutés récemment dans la fonction publique. Nos jeunes, nous avons des jeunes cadres. Sur le plan emploi, c'est zéro jusqu'à là. Malgré les recrutements, nous n'avons obtenu aucun recruté. Même les trucs de sécurité, personne. Donc, ça pose d'énormes problèmes. Devant cette situation, les populations de Barkedji invitent le chef de l'État à respecter ses propos tenus lors de la pêche des voies pour sortir leur localité de l'ornière. Vive tension en Centrafrique où l'on craint le pire. Les forces françaises ont obtenu mandat de l'ONU de faire usage de la force. 80 cadavres ont été dénombrés à Bangui, la capitale, suite à une violence qui a conduit les autorités à décréter un couvre-feu de 18h à 6h du matin. Nous y reviendrons. Bonsoir. Bonsoir Khalifa. Les sports avec le football d'abord. Non, pour le coup, ce sera avec l'adoption du budget du ministère des Sports et de la vie associative, le foot y compris bien sûr. La session plénière s'est tenue hier. Le budget adopté a connu une hausse de 1,13%. Il passe donc de 10 milliards 65 millions 617 000 francs CFA en 2013 à 10 milliards 179 millions 657 120 francs CFA pour 2014. Il n'en reste pas moins que pour la plupart des députés, il est donc à déplorer la faiblesse des crédits alloués au sport, de même que le manque d'infrastructures sportives. Autre fléau déploré lors de cette séance, de cette session budgétaire, la question de la fraude sur l'âge, notamment dans la catégorie des U-18. Le ministre des Sports révèle qu'actuellement 250 jeunes résident en Europe, mais dans des conditions irrégulières. Nous écoutons Mandingaï. Il y a plus de 250 Sénégalais qui jouent en Espagne et ailleurs dans des conditions irrégulières. Mais il faudrait aussi que nous protégions nos jeunes sportifs. Bref, vous tous, vous savez les difficultés que nous avons rencontrées dans l'administration et la gestion du basket. À un moment donné, l'État a pris ses responsabilités de retirer la délégation de pouvoir qu'il avait donné à la fédération de basket, en mettant un comité de normalisation et en lui assignant un certain nombre de tâches pratiques à faire. Mais ils auraient souhaité faire une mission au Sénégal pour voir avec ce comité de normalisation, dans les 15 premiers jours du mois de janvier, comment régulariser la situation et faire en sorte que le basket sénégalais puisse revenir sur véritablement la scène internationale, mais dans des conditions vraiment qui respectent l'éthique et la déontologie du sport. Donc, mais à ce niveau aussi, bon, moi je n'ai rien contre la fédération de basket, c'est des amis, des trucs qui sont là-bas, mais véritablement quand il y a vraiment faute, il faut peut-être sanctionner, positivement ou négativement. Ici c'est négativement que cela s'est posé.
Voilà pour les précisions du ministre Mbagnick Ndiaye concernant l'installation du comité de normalisation au sein de la fédération de basketball. Le tournoi du Parlement, cette fois-ci on parle de foot, démarre demain avec 2 matchs au programme. Diambar, champion de Ligue 1 en titre contre Kaoral de Vélingara, champion de National 1. Et puis Garaf contre le Casa Sport. Pour la tenue de cette compétition, l'Assemblée nationale a mis à disposition de la fédération 10 millions de francs CFA au bonheur de Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, qui revient justement sur le choix des 4 équipes. Nous avons de belles affiches entre le sommet du football qui se trouve à Diambar et la base du football qui est Kaoral, mais aussi pour l'autre affiche, un remake de la finale de la Coupe du Sénégal de l'année dernière. C'est ça, une belle revanche. Il était important que le peuple du football soit représenté à tous les niveaux et on le sait, le football amateur compte aujourd'hui à peu près plus de 300 clubs sur les 400 que compte le football sénégalais. Le football professionnel est représenté, même si c'est l'élite, par 30 clubs. Il était important que la meilleure équipe de la Ligue amateur puisse participer. D'abord parce que c'est une fête du football et toutes les composantes doivent arriver. Mais aussi, ça nous permet de voir quel écart existe entre notre élite et la base. Et très souvent, ces dernières années, depuis que nous avons installé la participation du football amateur, des équipes du football amateur ont damé le pion aux équipes de l'élite du football professionnel dans ce tournoi du Parlement. Et c'est de bon augure, ça montre et ça va matérialiser le fait qu'aujourd'hui, le football se joue partout. Vélingara est à une distance assez lointaine de Dakar, mais le fait de venir jouer à Dakar et peut-être de produire du jeu va montrer que le football se joue partout et le football de qualité aussi se pratique partout. Le football qui se joue partout et pourquoi pas un match Sénégal-France. En tout cas, c'est le vœu exprimé par le sélectionneur national Alain Giresse. Sauf que le Sénégal peut déjà sentir le souffle de notre concurrent, l'Algérie. Les Fennecs ont en effet envoyé une demande dans ce sens à la Fédération française de football. La France qui doit jouer 3 matchs amicaux avant la tenue de la Coupe du Monde prévue au Brésil. Dans une interview accordée au journal sportif Stade, donc Alain Giresse exprime son envie de rencontrer la France dans un match amical. Pour le président de la Fédération sénégalaise de football, une rencontre contre la France est une option, mais pas une obsession. La France, justement, nous y allons avec la 16e journée de Ligue 1. Evian Thonon-Gaillard met fin à l'invincibilité du Paris Saint-Germain, qui était resté invaincu lors de ses 36 dernières rencontres. Et l'un des artisans de la victoire savoyarde s'appelle Pape Modou-Sougou. Les faits avec Abdelaziz Kane. C'est la sensation de la 16e journée en France. L'ogre parisien, invaincu jusque-là, s'est noyé à Evian. Un naufrage qui porte particulièrement la signature d'un homme, Pape Modou-Sougou. L'attaquant sénégalais a grandement participé à l'opération Couler le PSG des Hauts-Savoyards. C'est lui qui, sur le premier but, porte le ballon jusqu'à la surface parisienne avant d'être contré. Un contre dont profite Nsoukoulou pour l'ouverture du score. Le deuxième but, c'est son œuvre personnelle. Il élimine Thiago Silva d'un crochet extérieur avant d'ajuster Salvatore Sirigu. Non seulement les Hauts-Savoyards réalisent l'exploit de faire tomber Paris pour la première fois cette saison, mais ils empêchent aussi aux hommes de Laurent Blanc de battre le record d'invincibilité du club qui est de 37 matchs. Prêté cette saison à Evian par l'Olympique de Marseille, Sougou renaît en Haute-Savoie. Face au PSG, il a inscrit son 3e but de la saison et avec 14 apparitions en 6 journées, il est l'un des hommes de base de Pascal Duprat. Loin donc le temps où Sougou débarquait dans l'anonymat total la saison dernière en France et sur la Canebière, où le temps d'une demi-saison, il n'aura réussi qu'à marquer une réalisation en Coupe de France. À coup sûr, son but d'hier soir ne passera pas inaperçu à Marseille, le rival historique du Paris Saint-Germain. Merci Abdelaziz Kane. Khalifa, l'essentiel de l'actualité sportive. Merci Fatou Ndoye. Nous parlons de la foire internationale de Dakar édition 2013, 22e édition donc. Tambacounda et Ziguinchor à l'honneur ce soir. Pour l'essentiel, les deux régions proposent des produits agroalimentaires et artisanaux. En revanche, les délégations souhaiteraient plus de visibilité dans ce cadre d'échange. Nafissatou Soula et Masséa Ndiaye. La partie orientale et la région sud du Sénégal présentes à cette 22e FIDAK, Tambacounda et Ziguinchor se sont mobilisés pour vulgariser des produits bien de chez eux. Des fognons, des beurre de qualité, beaucoup de produits, il y a beaucoup de produits. Les tisserands aussi ont amené des tissus, des praticiens aussi sont là.
donc les choupes, le tissu teinté quoi. Ces produits issus de l'agroalimentaire, des produits halieutiques, les jus, le miel de qualité. Donc en gros, c'est le label Casamance que nous voulons développer. Et Dieu sait que c'est de très très bons produits originaux, des produits bio qu'on ne peut trouver qu'en Casamance. L'artisanat et la menuiserie ne sont pas en reste. Les deux régions ont misé sur le bois de veine. Nous avons les objets d'art aussi, portés par mon camarade du village artisanal. Je pense que aussi, depuis l'année passée, depuis quelques années en tout cas, il fait un peu l'attraction du centre de Ziguinchor. Les meubles de veine, ça, tout le monde le connaît à Tamba. Donc les gens quittent Dakar pour aller à Tamba pour même le commander là-bas. Donc si vous voyez ici, il y a beaucoup de bois. Tous ces produits ne sont pas uniquement l'œuvre des dames. À cette édition, les hommes ont aussi apporté leur touche. La délégation est en dominante féminine, mais attention, la présence des hommes est bien marquée à travers la pâte de Djouloulou. Eux, ils font de l'agro-industrie aussi. Il y a aussi Eliman Dramé avec la transformation des produits de l'anacarde. Je pense que les hommes aussi, à travers ces deux PME, sont bien présents à cette foire. Pour la région des Ziguinchor, c'est pratiquement une ruée vers ces produits agroalimentaires, ce qui n'est pas le cas pour Tambacounda, qui décrit le manque de visibilité. Il y a certains qui viennent acheter, bon, vraiment, c'est difficile aussi, parce que nous, on est en haut. Je dis nous, on est en haut, donc il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans la foire, ils passent, ils n'ont pas des panneaux de signalisation pour montrer que Tamba ou les régions sont en haut, donc les gens viennent passer, vous voyez, ça c'est un peu vide, donc par rapport là aussi, CICES doit faire ça pour que les gens connaissent que, bon, il y a les régions qui sont en haut. Tambacounda et Ziguinchor sont des localités qui ont beaucoup à offrir aux Sénégalais. Reste aux visiteurs d'aller découvrir les divers produits qui sont dans leur stand et qui sont fabriqués au Sénégal. À suivre l'Itipin TV ce soir avec El Hadj Assane Gueye, ce sera au CICES dans le cadre de la foire de Dakar. Bonne soirée sur TFM, au revoir.